Même chose, soit du temps passant, avec le système de santé qui est supposément débordé. Là. Alors que, comme économiste, j'ai une réponse très simple à le déborder. C'est des marchés. On peut-tu voir les ice cards de Candy Crush au Québec, si ça en est battu quelques-uns? Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui ont été battus. Là, il y a Wordle là, qui est nouveau là, dans la liste. Je suis sûr que les vagues de demandes d'application pour des jeux sur iPhone augmentent avec chacune des vagues de confinement. Ah, mais tu sais, en plus, qu'est-ce que je suis tanné d'entendre parler de ça? Moi, c'est comme s'il y a juste eux autres qui travaillent dans la vie. Là. Chris, moi, j'ai déjà travaillé comme étudiant dans un restaurant, puis je t'annonce que débordé puis en délestage, là, comme ils appellent. Là. Parce que là, le gars qui est supposé faire les entrées ou la fille n'est pas là, fait qu'il faut que tu fasses 3-4 jobs en même temps, en plus d'aller laver la vaisselle à la fin du chiffre. Là. Mais il n'y a pas personne qui mettait la ville en lockdown là, pour moi, pour me slacker l'ouvrage. Là. Si tu es un médecin qui dit qu'il faut du privé en santé, puis qu'il faut permettre des cliniques privées, puis d'avoir de la concurrence, puis d'avoir des mécanismes dans lesquels on insère la fonction des profits pour que la capacité des hôpitaux, des soins de santé augmente en fonction de la demande. Donc, elle n'est pas fixée de manière bureaucratique. Donc, l'offre, ce n'est pas un truc qui est comme une sorte de courbe verticale que le gouvernement a fixée à cette quantité-là, parce que c'est comme ça qu'il fait le rationnement. Si tu dis qu'il faut du privé en santé, tu as le droit de te plaindre des urgences qui sont débordées. Parce que tu défends une position très cohérente avec l'autre chose, parce que tu sais que probablement que le système de santé privé, avec des mécanismes privés, pas d'être privatisé à 100%, mais d'avoir un mix privé-public permet d'avoir, justement, plus de flexibilité. Si tu dis ça, veux-tu un exemple de ça? Mais si tu es Alain de votre bon cœur, tu n'as pas le droit d'avoir... C'est toi qui défends, justement, d'avoir une offre fixe décidée par le gouvernement. Oui, c'est ça. C'est la contrepartie d'avoir des systèmes fixes. Puis je pense que c'est Joe Hamel. C'est une gestion de l'offre. Là. C'est Joe Hamel qui avait posté ça. J'ai trouvé ça bien hot parce que Joe, écoute, il y a une moyenne au bâton que je trouve ordinaire, mais quand il va au bâton, c'est toujours des home runs. Fait que, tu sais, il manque des fois la shot, mais il n'y a pas une fois que quand il frappe la balle, c'est pas un home run. Tu sais, ça compense un peu, là. Puis, il a sorti les chiffres du nombre de lits d'hôpitaux par 1000 personnes. Puis le Québec était à 1800 lits par million de personnes. Ce qui le plaçait à la moitié à peu près des États-Unis. Puis après ça, tu dis le système est débordé. Ben oui, c'est sûr. Wow. Et moi, ce que je vois, c'est, écoute, c'est ça qui arrive. Tu veux défendre un système mur à mur public avec aucune insertion du secteur privé, aucune capacité de déléguer certaines activités à des cliniques privées pendant la COVID. C'est plus simple que ça. C'est ridicule. La chose qu'ils nous ont dit, pourquoi on gardait l'urgence sanitaire, même si ça s'était slacké à l'automne, c'était que s'ils enlevaient l'urgence sanitaire, ils ne pouvaient pas continuer de donner des bonus aux employés. Le secteur privé, là, s'ils arrivent et dans une situation qui sont débordés parce que la demande a augmenté, ce qui n'est pas arrivé, là, by the way, en termes d'hospitalisation, mais en tout cas. Si vraiment la demande augmente, ils disent « Crime, j'ai besoin de plus de staff, il faut que je débloque plus de lits. Comment je pourrais faire pour stimuler les gens? Je pourrais donner des bonus temporaires. Comme Uber, là, au Québec, on est bien scandalisé quand il y a un x3 sur l'application d'Uber pour les taxis, mais tu sais, je veux dire... C'est ça le concept. Hein. C'est l'offre la demande. Tu sais, genre... Non, mais le pire, c'est que les gens pensent que c'est pas bien parce qu'il y a comme une sorte de réaction morale, puis je la comprends, qu'il y a une situation déplaisante. Tu comprends, le monde des caves. Non, mais l'affaire, c'est que, tu sais, c'est comme quand il y a je sais pas, des tempêtes, des choses comme ça aux États-Unis, puis qu'il y a un gars qui achète, les gens qui se pitchent sur les bouteilles d'eau pour les acheter en avance sur tout le monde. Là, on trouve, tu sais, pourquoi t'en laisses pas aux autres? On a toujours une espèce de réaction comme ça, puis je comprends le mécanisme, puis je comprends que la personne qui fait ça, tu sais, le gars qui décide d'aller à l'épicerie en premier puis d'acheter toutes les bouteilles qui est là, OK, t'es pas le gars le plus classe du groupe. T'as pas besoin de tout ça, tu peux en laisser une coupe aux autres. Mais là, une fois que je veux mon papier de toilette.
une fois que ça c'est dit, il y a des solutions que ça arrive fréquemment que les épiceries sont capables de dire pas plus que X par personne. Fait que, tu sais, fine. Fait qu'il y a des solutions privées, mais la deuxième, c'est que si, mettons, tu n'as pas ces solutions-là, que le privé ne le fait pas ou que l'entrepreneur, il ne pense juste pas, ben, ces genres de lois qui empêchent de faire ça, ça empire juste les choses. Non. Ça fait que tu rationnes pas, c'est pas ceux qui ont le plus besoin. Tu sais, celui qui a le plus besoin, disons, de l'eau pendant une tempête, c'est probablement les gens plus âgés, les jeunes enfants, alors qu'une personne de mon âge n'a pas nécessairement besoin de ça. L'alcool, ça suffit. Je peux survivre pendant une couple d'heures comme ça. Tu vas sécher par en dedans. Ah ouais, c'est correct. Mais tu sais, l'idée, c'est que tu essaies de rationner en utilisant le mécanisme de prix, mais aussi en utilisant les prix élevés pour encourager justement les gens à augmenter la quantité de services. Fait que tu sais, quand tu as ça, puis là, tu peux retraduire ça au système de santé. Moi, t'as dit, quand ça dit des primes plus élevées, ça peut être qu'il y a des infirmières qui étaient à la retraite qui viennent faire des heures additionnelles. Ça peut être que mais Vincent, des employés... Je comprends ça, mais pourquoi ça prend l'état d'urgence pour offrir une prime? Les parce conventions syndicales sont donc bien rigides. Ça n'a pas de bon sens. Tu ne t'ostineras pas avec moi là-dessus. C'est-à-dire, on est pas mal sur la même longueur d'onde. La chose que j'allais dire, c'est que le secteur public a tellement une rigidité qu'il n'est pas capable de trouver des solutions qui sont... Puis des fois, c'est peut-être que ce n'est pas une bonne idée qu'il y ait une solution unique pour toute l'entièreté de la fonction publique. Peut-être dans une région, X règle fonctionnerait mieux que l'autre règle, en Abitibi, par exemple. La COVID a l'air d'avoir été un truc que les gens ont entendu parler, mais que généralement, la situation était rarement à catastrophe, alors qu'à Montréal, ben, c'était beaucoup plus problématique, des règles différentes par endroits différents, par contexte différent. Enfin, mais le secteur privé a beaucoup plus d'incitation à trouver c'est quoi la règle qui est optimale selon eux. Écoute, je parlais, puis ça c'est un bon exemple, je parlais avec l'infirmière à la clinique où est-ce que mon garçon était en suivi, là, parce que mon garçon a beaucoup de suivi récemment. Puis pendant la conversation avec l'infirmière, elle dit « Ah, au top de la crise, il nous offrait, le boss nous disait qu'on n'était pas obligé de rentrer, mais que si on rentrait, il nous offrait un plus 20% ou qu'elle offrait des vacances plus tard, puis qu'il disait à valeur de quelque chose comme ça, je ne sais pas comment fonctionner, mais je vous offre une valeur de X ou Y truc, puis on négociera plus tard, puis ça a l'air que genre... Puis c'est une clinique, tu sais, c'est une petite société, donc pas... c'est des associés, en gros, c'est 3-4 médecins. Ils sont pas en délestage, eux autres. Non, mais ils ont trouvé comme une solution, puis ça avait de l'air de fonctionner. L'infirmière a l'air de dire « J'aime beaucoup ça être ici », puis... Ce que tu n'entendras jamais ici. Ce que tu entendras rarement au Québec. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces mécanismes-là. Non, nous autres, au Québec, c'est... j'aimerais ça vous donner une prime avec toutes sortes de conditions que tu peux perdre dès que tu manques une journée de travail, by the way. Mais j'aimerais vraiment ça pour la donner. Mais pour te la donner, il faut que je fasse tomber la démocratie. Je suis obligé d'avoir un décret dans un contexte normal. Ouais, puis rajoute avec le à ça, syndicat, Yann, je peux pas t'en donner. Là. Rajoute à ça, Yann et Vincent, que là, ils nous parlent de refonte de ce système de santé-là ou de refondation, ce qui est un discours qu'on a entendu à peu près 45 fois dans 5 Le rapport Rochon, le rapport Claire, le virage ambulatoire, le poste, la réponse post-Shawili. La réingénierie de l'État, puis tout ce que tu veux. Je les ai toutes vues. C'est quoi les solutions? C'est plus d'infirmières? Oui, moi j'ai capoté. Oui, parce que c'est clair que la solution, c'est on va insérer plus de ressources dans ça. Ce qu'il faut, là, c'est c'est la chose, c'est plus d'argent. C'est toujours la réponse qu'ils en viennent d'une manière ou d'une autre. Plus d'argent, on va faire ça juste un peu différemment. Autant la CAQ que Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire, la réponse est toujours la même. Il manque d'argent et c'est de la faute des libéraux. Grosso modo, c'est toujours un peu la même patente. Oui, mais la partie, c'est la faute des libéraux. C'est généralement vrai, là. Oui, mais là, tu sais, de faire comme... GND a quand même dit que si on était en confinement, c'est à cause des coupes de Gaétan Barrette. Il faut quand même être un peu cinglé. OK, non, je n'irais pas aussi loin que ça, là, effectivement. OK, d'accord. Mais mon point, c'était que
imagine, là, il nous parle de refondation, puis de restructuration, puis de changement de culture, puis bref, du beau blabla. Puis là, tu te dis, La imagine, méthode Toyota. la méthode, oui, mon œil, la méthode Toyota. Et Hey, là, ça fait, moi, pas je vous rire ai-tu pendant que je- déjà compté? Non, mais, Non, mais attends un peu. non, mais je veux Attends un juste peu. savoir après, parce que ça va déterminer après qu'est-ce que je vais dire. Est-ce que je vous ai déjà parlé du fichier Excel de Yves Bolduc? Me semble que oui, ça me dit de quoi. OK. OK. Finis ton histoire, Frank. Après ça, je vais compter ça, puis ça va donner une idée du mindset des gestionnaires du système de santé au Québec. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que s'ils ne sont pas capables de gérer le système de santé en ce moment, alors qu'il y a une loi sur l'urgence sanitaire qui leur permet de fonctionner top-bottom par décret, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun gestionnaire qui a de prise sur ce qu'il fait, tout vient par décret du ministère d'en haut. S'ils ne sont pas capables de modifier avec les pleins pouvoirs, ils ne seront jamais capables de le modifier. Fait que moi, le patente dont on va faire une refondation puis un changement de culture, ça n'arrivera jamais. La seule affaire qui va arriver, c'est que le premier ministre va broyer au fédéral pour avoir une augmentation des transferts. Ils vont sacrer de l'argent là-dedans, puis il n'y a rien qui va changer. C'est ça qui va arriver. Oui, effectivement. Mais écoute, ce que tu dis, là, ça m'a fait cliquer. Dès que je t'ai vu t'exciter avec ce que tu allais dire, je me suis rappelé la même phase d'excitement quand on a rencontré Yves Bolduc à une activité de l'Institut économique de Montréal. C'est-tu Yves ou Yvon? Yves. Yves. L'ancien Ben là, ministre de attends un Santé. peu. Là, tu parles... T'étais excité. Non, lui, il était Yves Bolduc. Il était excité de nous parler de quelque chose. Puis la chose qui était à veille de dire, c'est ça qui l'excitait. Que lui, il avait un fichier Excel avec où est-ce que toutes les rangées, c'était tous les hôpitaux du Québec, puis toutes les colonnes, c'était des variables. Là, il y en avait 53, 108 ou 102, parce que c'est dur d'avoir le chiffre. Il y avait plusieurs indicateurs. As-tu déjà essayé d'avoir le chiffre du nombre d'hôpitaux? Non, en fait, j'ai jamais pensé à regarder ce chiffre-là. Pas trouvable. Tu sais pas. Là, c'est parce que ça dépend. Là, c'est quoi la définition? Là, puis on sait même pas comment on a d'hôpitaux. OK, ouais, parce qu'un truc, mettons, comme l'hôpital Christ-Roi, qui est maintenant un CLSC, est-ce que c'est un hôpital ou un CLSC? On le sait pas. L'hôpital Chauveau, mettons. Ouais, c'est ça. En tout cas, on peut rire, là. Revenons au fichier Excel. Mais revenons au fichier Excel. Il était tout excité de nous dire que ce fichier-là était mis à jour chaque semaine et qu'à partir de ce fichier-là, il était capable d'avoir le commanding height, une sorte de capacité de voir par-dessus tout le système qu'est-ce qui se passait, puis qu'il était capable de voir les problèmes qui allaient survenir. Hey, le fichier Excel, Pornhub, le fichier Excel. Écoute, c'était pas sûr lequel des deux il était au top. Dans le temps, Pornhub était moins important, je présume. Là. Ah non, c'était 2010. Fait que, je sais pas c'était quoi son set de vidéos préféré dans le temps, mais il était clairement... Il était tout excité de nous parler de ça. Puis je me souviens, il y avait Yannick Labrie qui était avec nous. Puis il est bon, Yannick. Yannick est bon, mais Yannick est aussi un gars, tu sais, très, très sérieux. Il est capable de rire, mais Yannick est sobre comme personne. T'as mon Yannick qui est là genre comme le plus gros facepalm de l'histoire de l'humanité. Mais tu sais, quand je dis il est sobre, normalement, il n'exprimerait pas quand quelqu'un dit une stupidité dans un meeting. Mais là, il a exprimé quelque chose. Moi, j'étais juste tellement sous le choc que j'écoutais, mais j'étais là comme... This is so fun, I'm having so much fun. Mais lui, il était genre, hey, c'est tout un dindon, ce gars-là. Mais le mindset qui est illustré dans ça, c'est celui que je m'attends à l'égard de santé. C'est regarde, on a toute l'information qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est plus de ressources, plus de ressources, plus de ressources, plus de ressources, plus de ressources. Mais c'est sûr que si tu me donnes de plus en plus d'argent, éventuellement, je vais le régler, le problème. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en créer d'autres. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas empirer sur d'autres dimensions. Mais si tu as une vision unidimensionnelle du problème à régler, éventuellement, si tu pitches assez d'argent là-dessus, tu vas gagner. Au même titre que l'URSS pitchait une tonne de ressources sur la course pour aller dans l'espace, puis ils ont réussi à y aller en premier, puis qu'ils sont capables de pitcher une tonne d'argent sur envoyer des gens aux Olympiques, puis justement, ils gagnaient beaucoup de médailles. Mais la LADA faisait dur en calvaire. Mais la qualité de vie des Russes, en général, était absolument ordinaire, mais ils avaient toutes ces choses-là qui leur permettaient de montrer à quel point ils étaient glorieux. Oui, mais il avait la fin, par exemple. Ils se sont dit, notre vie va être poche, on va exploiter le monde dans le travail, mais on va y faire de la bonne vodka.
pas pour rien que ça a fonctionné pendant 50 ans. Là. Mais Mais c'est drôle parce que... tu peux pas donner le crédit à l'URSS pour ça parce que le monopole et l'étatisation de la vodka avait commencé sous les tsars. Il y a un texte là-dessus. Non, ça a commencé sous les tsars. tsars. Les premiers tsars, les tsars à la fin les derniers tsars avaient nationalisé l'industrie de la vodka et il y avait un monopole d'État sur la vente de vodka et c'était là que les plus grandes parties des revenus de l'État provenaient. Donc, l'URSS n'a même pas le crédit d'avoir dit qu'ils allaient nationaliser. Donc, les communistes, quand ils ont dit on va prendre contrôle des moyens de production, ils n'ont même pas au moins. Ils avaient déjà un précédent. Donc, ils n'ont rien innové. Absolument pas. Donc, ils n'ont même pas le mérite de dire qu'ils ont eu une idée nouvelle. Une mauvaise idée, là, mais ils n'ont même pas le mérite de dire qu'ils l'ont nouvelle. Quand tu vois les images, parce que c'est drôle, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur YouTube dans un genre de documentaire, c'était sur les blocs appartements de l'ancienne URSS. En fait, tout ce qui a été construit comme unité d'habitation par les Soviétiques, ces trucs-là sont en ruine aujourd'hui, mais il y a encore des gens qui vivent là-dedans parce que c'est quand même relativement abordable. Il y en a en Ukraine, il y en a un peu partout, mais c'est d'une laideur et d'une dysfonctionnalité qui est sans nom, là. Quand tu vois ce qui était. En fait, on jurerait que ça a été bâti par le gouvernement du Québec. Là. Quand tu regardes ça à l'intérieur, c'est juste magique. Là. Un moment donné, ils rentrent dans une pièce, puis ils ont mis du rangement, mais en haut d'une porte qui mène à une autre pièce. Mais tu sais, genre, c'est comme impossible d'atteindre le truc. Pour atteindre le truc, il faut que tu déplaces, mettons, la table, que tu montes sur la table puis que tu atteignes le truc avec tes mains. Mais eux autres, ils ont ah oui, c'est génial, on a du rangement ici. Puis là, t'es comme ben oui, mais je veux dire, qui sert son poêlon de fonte dans un endroit où il faut monter debout sur une table pour aller le chercher? Ben, Yann, parce qu'il fait 6 pieds 8, mais à part ça, les plus courts comme toi puis moi, Frank, on n'a pas vraiment l'option. C'est incroyable, pareil. Mais tout ça, de toute façon, tout ça va être réglé par Christian Dubé, là, qui va moderniser ça, le système de santé. Là. Oh, oui, parce que lui, avec son expertise à la caisse de dépôt. Mais tu sais, quand tu y penses, là, je veux dire, pas l'organigramme, mais le fonctionnement du gouvernement n'a jamais été pensé pour que la job d'un ministre soit de faire du micromanagement de la vie et du travail. Là. Moi, quand j'entends... pu arrêter, elle n'a jamais été pensée. Ouais, n'a jamais été pensé tout court, mais tu sais, quand on dit, ouais, mais c'est compliqué, ils savent pas telle affaire, je me demande jusqu'à quel point ils ont besoin de le savoir. Ouais, mais moi, je pense pas qu'ils ont besoin de le savoir. Moi, je pense même que le ministre de la Santé ignore qu'il y ait telle affaire dans tel hôpital. À mon avis, c'est normal. Lui, il est là à quelque part pour donner l'espèce d'orientation générale que devrait avoir le ministère de la Santé, puis répondre à quelques exigences, mais de savoir qui gère par des décrets quel masque devrait mettre. Tu sais, t'es comme, what the fuck, là? Je veux dire, qu'est-ce que le ministre de la Santé vient foutre là-dedans, là? Dans le fonctionnement de quelque chose de bien précis là-dedans? C'est fou, là, quand tu y penses. Là. Écoute, la logique à l'intérieur d'un ministère, c'est pour ça que, en fait, je vais y aller différemment. Quand les gens, au début de la crise, les gens disaient au début de la crise, Trump a fait X, Legault a fait X. Puis c'est à cause de ce qu'ils ont fait que X ou Y, ou que Z ou Y s'est produit, puis que c'est à cause d'eux. Puis que ça aurait été mieux si ça avait été Couillard ou Clinton ou peu importe. Ma réponse, c'est absolument pas. Je suis prêt à donner que peut-être à la marge, peut-être 5% mieux, 5% pire, moyenne à zéro, parce que ces genres d'affaires-là, les plus bas échelons de la bureaucratie comptent pour beaucoup plus. Parce que, tu sais, les premiers cas de COVID arrivent. Les premiers qui sont informés, c'est des gens dans des agences de santé publique. Il faut qu'ils évaluent c'est quoi le risque. Il faut qu'ils évaluent. Donc là, il y a tout le prisme de leurs incitations à l'intérieur d'une bureaucratie donnée, les incitations hiérarchiques à l'intérieur de la bureaucratie. Ensuite, le fait que, ben, est-ce que nous, on veut vraiment être proactif puis causer une panique, puis qu'après ça, tout le monde nous haït, puis qu'on se fait abolir ou couper notre budget. Si on se trompe, après ça, il faut qu'on passe à un autre échelon de la bureaucratie, un autre échelon.
Les failles dans toute crise générale, c'est rare que c'est la faute du gros bonhomme on top. C'est vraiment rare que les hauts échelons peuvent faire foirer tout du bas. Mais généralement, eux, à partir de eux en bas, mais eux, souvent, ils se font blâmer, je pense, pour des choses qu'ils n'avaient aucun contrôle dessus et qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient le contrôle là-dessus. Et croire ça, c'est la plus grande délusion qu'on a, de se dire, bon, on va leur donner plus de pouvoir parce qu'ils vont être capables de plus faire et de mieux gérer la crise. La réponse, c'est pas ça. C'est que tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils soient capables de gérer tous ces mécanismes-là. C'est pour ça que c'est peut-être mieux des fois d'ouvrir la place à la société civile, au marché, à l'entreprise privée pour trouver des solutions quand il y a la chance que la société civile, le marché, l'entreprise privée soient capables de produire des solutions. On avait-tu des vrais sujets que c'était niaiserie-là de COVID? Là? Puis de système de santé soviétique, puis de russe, puis de casse de poil. On avait le tweet légendaire de Gérald Filion cette semaine. Ah oui, c'est vrai, je vous l'ai envoyé, mais là, je ne l'ai pas sous la main. Qu'est-ce qu'il nous disait, Vincent Gérald, dans son affaire? Qu'il avait à son émission Marcel Grelot, l'ancien président de l'UPA. Quelqu'un avec qui tu as beaucoup d'affinités, il faut le rappeler quand même. Absolument, absolument. Moi, puis Marcel Grelot, même longueur d'onde. Oui, puis les changements climatiques, c'est pas les grands problèmes présentement en agriculture. Il y a d'autres problèmes plus importants comme le prix des terres, l'acquisition de ces terres-là par des fonds d'investissement spéculatifs. Oui, c'est vrai, c'est encore pire. Quand le mot spéculation est là-dedans, c'est vraiment mauvais. Ça, c'est-tu les Chinois? Généralement, c'est l'image qu'on essaye de passer. Mais tout d'abord, en fait, la première chose que je trouve toujours ridicule, puis ça, c'est une complainte qui sort depuis quelques années, où est-ce que les agriculteurs disent il y a des gens de d'autres pays qui veulent acheter les terres ici pour faire du développement immobilier. OK. Je ne vois pas du tout le problème parce que vous êtes en train de vous plaindre à d'autres places que le prix du logement est trop élevé. Je ne vois pas en quoi augmenter l'offre de logement cause un problème. Deuxièmement, je ne vois pas en quoi les agriculteurs présentement devraient se plaindre si ça fait que la valeur de leurs actifs augmente. La réponse qui est donnée généralement, c'est ben là, ça fait que les agriculteurs se retrouvent avec ont plus de difficultés à se lancer en business. Oui, mais ça, c'est la prémisse que tu voudrais qu'il y ait plus d'agriculteurs. Moi, je n'ai pas cette prémisse-là. Au même titre que le quota de lait, lui, il n'empêche pas personne de partir en business, par exemple. Non, ça vaut 2 millions, un petit bout de papier, là, mais ça, c'est correct. Non. Ça, Yann, tu te trompes. Demander aux gens d'acheter un permis pour avoir le droit de produire avant même qu'ils aient commencé à acheter l'équipement nécessaire pour produire, ça n'a aucun effet. Ben non, ça n'a pas d'effet. Les banques, ils te prêtent. Les banques vont te prêter beaucoup d'argent. Oui, les banques, mais c'est ça. Mais les banques aussi, d'ailleurs, quand ils prêtent, ils ne demandent pas de taux d'intérêt en fonction. Ton New Holland, là, on va te prêter 6 pour ton New Holland, mais ton bout de papier, on va te prêter à du 3 Parce que ça a de la vraie valeur. Mettons de côté la gestion de l'offre 2 minutes, puis nos sarcasmes pour 30 secondes. Max. Max, parce que c'est dur pour moi de rester au sarcasme. Puis ça, c'est la chose qui revient tout le temps. Puis c'est ça qui m'énervait du tweet de Filion que Frank a envoyé. C'est que la prémisse qui est souvent derrière, c'est que c'est correct d'avoir un gros secteur agricole. Alors que si tu regardes 2 minutes d'histoire économique, tu devrais en vouloir moins. Idéalement, tu devrais tendre, puis je sais que ce n'est pas la première fois que je dis cette phrase-là, si tu es capable de nourrir le plus grand nombre de personnes possible avec le plus petit nombre d'agriculteurs possible en utilisant la plus petite superficie de terre possible, c'est bien. Si on était capable de nourrir l'entièreté de l'humanité, 8 milliards de personnes, disons, avec un arpent, pour une raison que j'ignore, on est hâte de produire sur un arpent la totalité de la nourriture sur Terre, puis qu'il y a une seule personne qui fait ça, pourquoi on devrait s'opposer? Je veux dire, ce qu'on devrait tendre vers l'idéal, c'est ça, parce que l'histoire de l'humanité, c'est de tendre vers ça. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à cet extrême-là. Mais la réalité, c'est que tu regardes juste en 1850 au Québec, 60% des ménages déclaraient comme occupation principale l'agriculture. Mais justement, le 40% qui restant, tu avais à peu près la moitié qui avaient des acres de terre, ils avaient des jardins, ils appelaient ça, mais des jardins de
10 arpents, 10, 8, 9, 10 arpents. Donc, tu faisais de l'agriculture de petite échelle pour complémenter ton revenu d'artisan ou ton revenu de travailleur Ouais. laboureur ou de ferblantier ou de scieur de bois, de draveur. Hey, je vais aller chercher mon casque de castor. Oh oui, le bon Canadien français. Mais l'histoire d'agriculture au Québec, c'est qu'on a de moins en moins de gens qui font ça, qui produisent de plus en plus, ceux qui restent, qui produisent de plus en plus par arpent parce que ce sont les plus productifs qui sont là et que les prix de la nourriture diminuent. Fait que ce qu'on devrait vouloir, c'est qu'il y ait une production plus importante en agriculture avec de moins en moins de ressources utilisées. Donc, le fait qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent on est capable de mieux utiliser la terre, que vous le faites, c'est pour ça qu'on vous offre un prix plus élevé, on devrait accueillir ça avec aucune réserve. Ouais. Mais est-ce que, je suis pas trop fan des grandes explications psychologiques, là, mais est-ce que ça vient pas un peu cette espèce de genre de nationalisme agricole qu'on a? Est-ce que ça vient pas un peu justement de notre passé terrien d'agriculteur? Parce que si tu arrives. Ben, tout le monde a le même passé là-dessus. Là. Non, je le sais, mais le Québec, quand même, ça a été un endroit, je veux dire, dans nos ancêtres proches, tout le monde a un agriculteur. Là. Je Oui, sais pas si c'est. les Américains aussi, les Français aussi, les Britanniques aussi. Ben non, Ben, en les fait, peut-être pas Français. les. Ben non, Les encore. Français. Les Français ont encore le culte de l'agriculture comme il faut imbriquer chez eux. Là. Oui, mais ils ont ça aussi, là, parce que moi, j'ai l'impression que l'espèce de. Enfin, on appelle ça l'achat local, là, mais moi, j'appelle ça le protectionnisme alimentaire ou le nationalisme alimentaire, ça revient au même. Parce que si tu arrives avec. Mettons que tu arrives à quelqu'un et tu dis regarde, ma belle télé que j'ai achetée a été fabriquée au Québec. Je l'ai payée 10 000. C'est sûr que tu passes pour un Marché 2 jours. C'est sûr que tu passes pour un abruti si tu te vends de ça à quelqu'un. Mais si tu arrives, tu te dis, regarde mes beaux légumes que j'ai achetés, je les ai payés vraiment cher, blablabla. Ah, c'est le fun, hein, le commerce local, puis tout. Il y a comme une survalorisation de l'achat local par rapport à l'alimentaire. Puis c'est sûr qu'il y a une raison qui explique ça. Là, parce que ça, tu ne le retrouves pas nécessairement dans d'autres sphères de la consommation ou des biens à consommation. Écoute, moi, je suis vraiment en désaccord avec toi parce que dans les autres sphères de la consommation, oui, mais tu trouves ça partout, dans Non, tous je te les dis pas que pays c'est du monde. spécifique au Québec, mais je te dis Ah, que OK. il y a ça. J'ai l'impression que partout un peu tu observes ça. L'aspect agriculture, c'est vraiment un des endroits où il y a le plus de protectionnisme, à mon avis. Ouais, ben, il y a peut-être aussi le fait que, peut-être, là, je lance une hypothèse, c'est aussi le fait que l'activité de manger, quand tu es particulièrement pauvre, n'a aucune valeur sentimentale. C'est c'est uniquement fonctionnel, dans le Ouais, sens c'est un qu'on besoin. on a besoin de calories, alors que quand tu es dans une société plus riche, l'hédonisme de consommer de la nourriture peut prendre une forme plus complexe que juste la nature fonctionnelle d'ingérer des calories. On prend plaisir à un long repas. Donc, c'est-à-dire, c'est pas que personne ne l'a fait dans le passé, mais maintenant, l'idée que la nourriture peut être tant présentée sous forme d'art, donc tu sais, des belles présentations avec des ingrédients rares et qu'on pousse sur des limites particulières, la nature du produit, pour qu'il y ait une petite différence de goût alors qu'auparavant. En fait, l'exemple que j'aime bien gros, c'était un de mes amis qui avait été au Sénégal. Il me disait que quand il coupait la viande là-bas, le, le, le capital étant très, très rare, comment tu coupais la viande, c'était très, très le plus simple possible. Et tu n'essayais pas de faire des coupes particulièrement précises. Donc, c'était fréquent que tu avais des morceaux d'os éclatés, par exemple. Ouais, Donc, ouais, que ouais. tu as coupé l'os en deux, mais que tu as genre un petit morceau d'un os dans une partie, dans l'autre. Donc, ça t'arrivait fréquemment de devoir recracher des petits morceaux, que des choses comme ça. Et quand je pense à ça, ce que je vois comme histoire, c'est, regarde, une société qui est plus pauvre, donc qui a probablement moins de capital à sa disposition. C'est pas qu'il n'y a pas un art de la cuisine, qu'il n'y a pas une cuisine locale qui est complexe et diversifiée, c'est que les pratiques sont beaucoup plus proches d'un mix où est-ce qu'on privilégie la fonctionnalité par-dessus l'art de la cuisson
versus des sociétés riches où on peut se permettre lors de la présentation. Pourquoi, par exemple, tu vas chez les Français, pourquoi les grandes pâtisseries, pourquoi les trucs qui sont particulièrement... Parce que pense juste, par exemple, faire des macarons. Faire des macarons, c'est excessivement labor intensive. Ça demande énormément de travail, de précision que tu peux difficilement automatiser. Et ça, si tu es capable de dévouer du travail, des ressources de travail à ça, c'est parce que tu es une société particulièrement riche et productive qui peut se permettre de libérer des ressources à faire ça. Donc, tu me demandes pourquoi l'agriculture a peut-être cette espèce de relation-là. Mais c'est peut-être qu'elle a juste cette relation-là dans les pays particulièrement riches où on essaie de consommer d'autres particularités avec le produit. Et je me demande la question, parce qu'il y aurait une contrepartie, c'est que si on va dans les pays plus pauvres, est-ce que tu verrais une opposition, par exemple, tu mets à 2 produits, puis tu dis à la personne là-bas, voici 1 livre de viande faite dans le pays à côté, 1 livre de viande faite ici, il y a 10 cents de différence. À quel point tu valorises le local? Je suis sûr que si tu mettais à prix égal, il valoriserait le local, juste parce que toutes choses étant égales par ailleurs, mais là, si, mettons, tu mets genre des petites différences de coût, je suis sûr que tu vas avoir des chokes, des gens qui vont faire non, même pour 1 cent de plus, je veux pas. Je suis sûr que tu verrais que le prix, la différence de prix qu'il faudrait que tu offres à des gens dans des sociétés pauvres pour manger du non local, la différence va être beaucoup plus petite pour les convaincre de ne pas manger local, alors qu'ici, on se convainc qu'il y a des vertus dans ça. Et que c'est donc, étrangement, c'est comme un privilège d'être riche Il est de bon, le faire bœuf ça. à Cuba. Le bœuf à Cuba est super bon. Il est bien gras, bien musclé, Ouais. tendre. Hey, mais moi, ce qui me dépasse un peu avec l'UPA dans ces histoires-là, c'est la chose suivante. Je veux dire, c'est pas tout des Attends, excuse-moi, il faut tatales. que je fasse la joke. Tu sais où tu peux trouver le meilleur sandwich cubain au monde? En Miami, tu l'as déjà dit. Ah, merde! Hey, ça a l'air de rien, là, je t'écoute. Non, sérieusement, à l'UPA, c'est pas toutes des tatas. Là. Il y en a 2-3 qui sont wise là-dedans, puis ils ont bien dû engager un économiste à un moment donné dans leur vie. Là. Oui, il y en a un. En fait, ils m'ont même, à un moment donné, j'ai même pensé à envoyer mon application pour un poste. Ça serait le meilleur trolling de l'histoire. J'y ai vraiment pensé. Il y avait un poste ouvert. Je pense que c'est Alexandre Moreau qui m'avait envoyé ça. Puis j'y ai vraiment pensé. Ça serait vraiment drôle. Surtout si je mettais mon nom à l'envers, genre faire un palindrome, d'écrire Nick Vett, Ossolel ou quelque chose comme ça, avec le même CV, tout pareil, juste pour voir si je me fais appeler. J'aurais trouvé ça vraiment drôle. Ah. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je veux dire, il y en a sûrement 2-3 là-dedans qui savent compter. Là. C'est pas tous des syndicalistes enragés. Là. Il y a des brains, là, même à l'UPA. Je veux dire, la journée que tu arrives et tu es capable de vendre ta terre plus cher, c'est directement en lien avec les souhaits de leurs membres. Là. Je veux dire, qu'est-ce qui est pas correct là-dedans? Moi, j'ai ça essayé me de comprendre. dépasse. Moi aussi, parce que j'ai essayé de lire leur opposition, puis ça fait aucun sens. J'ai l'impression que la prémisse, c'est vraiment que ça va être difficile de devenir agriculteur. Et Ouais, mais peut-être que leurs là, membres, c'est pas les futurs. Leurs membres à l'UPA, c'est pas les futurs agriculteurs, c'est les agriculteurs actuels. oui, mais peut-être, là, c'est peut-être juste une possibilité, là, c'est du spitballing que je fais. S'il y a de moins en moins de gens qui sont agriculteurs, le pouvoir de l'UPA baisse de plus en plus. Oui, mais encore là, ça revient à ce qu'on dit souvent. Ces lobbies-là, des fois, se dévient complètement de l'objectif. Dans le sens que Pourquoi? leur... Non, l'objectif, c'est de protéger l'influence du groupe en tant que tel. Si le groupe diminue en puissance relativement aux autres groupes, ben, les chances qu'ils ont d'influencer. Imagine qu'il y avait juste 5 producteurs laitiers en Beauce. Penses-tu que Maxime Bernier aurait perdu son leadership en 2017? Non. OK, fair enough. Fair enough. Je dis ça de même. Ouais. C'est juste une proposition que je fais. Mais tu sais, comme dans le cas de l'achat des terres, il faut protéger les terres contre les gens qui arrivent d'ailleurs et qui investissent, qui achètent ces terres-là. Moi, j'ai jamais compris d'où venait cette hostilité-là. C'est un peu la même chose que, là, il y a une entreprise étrangère qui arrive,
puis ils proposent de l'argent en échange d'une entreprise qu'il y a ici. Puis là, tu te dis, ouais, mais quel est le problème à ce que quelqu'un de l'extérieur vienne donner de l'argent? Parce que c'est pas un Québécois. Non, non, mais je comprends cette version-là de l'interprétation, mais tu sais, d'un point de vue logique, là, ça devrait être pour ces gens-là, là, tu sais, Ouais, je suis d'accord avec toi. avec le discours de faut pas que l'argent sorte d'ici, etc. là. Il me semble que ça Ouais, devrait ça être bien. m'énerve. Ça, c'est la Non, chose mais qui m'énerve le plus. je le Je sais, m'excuse, ça me pompe. mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils sont fiers quand des compagnies d'ici achètent ailleurs, alors que techniquement, selon leur paradigme, ça devrait être un drame. Tu prends de l'argent de gens d'ici, puis tu l'amènes ailleurs. Puis ils devraient plutôt se réjouir que des gens d'ailleurs achètent des entreprises d'ici, puisqu'on reçoit comme ça de l'investissement étranger. Il me semble que ça fait pas de sens. J'essaie de comprendre leur Non, mais cheminement mental, puis je le comprends pas. mais écoute, ça, là, quand je donne le cours de macro 1, c'est la partie que je passe le plus de temps avec mes étudiants parce que c'est dans leur tête, quand je donne, disons, je vends des autos à un Américain, donc je suis un Canadien, je vends des chars à un Américain, ils pensent que ce que je fais, c'est que je dois exporter un bien pour en importer un autre. Mais la réalité, c'est que la transaction réelle qui se produit, c'est que je vends une auto pour acheter des dollars américains. Ensuite, je peux les convertir en dollars canadiens. Mais ce que j'ai acheté, c'est un actif. J'ai échangé un bien pour un actif. C'est pour ça que quand tu prends ce qu'on appelle la balance commerciale et la balance des capitaux, les deux vont être égales l'un à l'autre. Parce que la balance des paiements, elle doit être égale à zéro. Les gens ne comprennent pas ça, mais quand tu parles d'exportation puis d'importation, c'est juste puis la balance des capitaux, puis ça, c'est genre exportation, importation d'actifs et exportation, importation de biens et services. C'est juste un ledger, c'est comme un livre de compte où tu as des débits puis des crédits. Mais si moi, je vends des biens à des Américains, disons, moi, j'exporte des tonnes de produits. Ce que j'essaie de faire, disons que je vends des Japonais, qu'est-ce que j'essaie d'acheter? J'essaie d'acheter des yens. Qu'est-ce que les yens me donnent crédit? À faire des investissements au Japon, à acheter des actions dans des fermes japonaises qui ont besoin de capitaux pour faire des investissements au Japon. Donc, moi, ce que je suis en train de faire, c'est de fournir du capital là-bas. Puis après ça devient un claim, ça devient des revenus futurs pour moi. Ça augmente ma richesse de cette manière-là et ça augmente leur productivité. Si moi, j'achète de l'étranger une tonne d'affaires, puis que j'achète, puis j'importe, puis au net, je suis un importateur net, ce que je suis en train de leur faire, c'est de leur donner des actifs, des claims contre des entreprises ici, puis eux, ça fait que ça devient des investissements. Fait que c'est pour ça que quand tu regardes les périodes, en fait, étrangement, là, quand tu regardes, pas étrangement, absolument très clair, quand tu regardes, est-ce qu'il y a une corrélation entre la balance commerciale, donc exportation, importation, et croissance de long terme? Zéro pin bar. Il y a zéro corrélation. Puis ça, c'est une corrélation avec deux variables. C'est vraiment comme... J'ai même pas fait de contrôle. Quand tu tiens compte du revenu des sociétés, tout disparaît. Donc, il n'y a aucune raison de croire que importer ou exporter nous rend plus riches ou plus pauvres. Mais pourtant, c'est vraiment... Ça, là... Pourtant, si tu parles de ça, Vincent, à peu près n'importe quel politicien, dont certains politiciens là, qui n'aiment pas beaucoup les importations, là, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est une catastrophe là, que le Québec importe beaucoup de choses, puis exporte. On devrait exporter énormément et rien importer, comme ça on serait notre vraiment sécurité riche. Alimentaire, notre sécurité énergétique. Hey, franchement, importer du matériel médical d'ailleurs, on serait bien mieux de tout faire ça ici, là, les seringues, les blouses, puis les masques. Bon, si on les fabriquait ici, on n'aurait jamais eu d'Antonov. Non, mais si on les fabriquait ici, là, on n'aurait jamais pu voir l'Antonov ukrainien débarquer au Québec. C'est un bon Grâce à notre faiblesse de fabrication de masques 3M, nous avons eu droit 2 fois à l'Antonov au Québec. Si c'est pas 3. Tu sais quoi qui m'écœure le plus chez les gens qui sont... Puis là, ça, c'est la chose qui me fâche le plus. Si c'était juste un lobby agricole, je veux dire, je comprendrais parfaitement. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui s'attachent à ça puis qui se mettent à avoir l'espèce d'idylle de l'agriculture qui devrait juste pas exister. C'est pas beau, l'agriculture. Au même titre qu'une usine, c'est pas beau. Au même titre c'est la misère. Non, mais même, c'est parce que les gens pensent qu'il y a comme une sorte de vertu dans la production en soi. Alors que ce qu'on...
Ben oui, mais c'est comme si tu disais, c'est beau être professeur d'université. C'est comme une job qui a une vertu morale dans ça, parce qu'il y a quelque chose qui est communiqué. Moi, je pense que j'aime enseigner, mais si demain matin, on était capable d'avoir une sorte de manière d'enseigner automatiquement, un paquet de savoir pourrait être transmis comme avec un logiciel, est-ce que ma job vaudrait la peine d'être gardée si on pouvait faire en sorte que les gens sont tellement riches, sont tellement capables d'apprendre des nouveaux talents qu'on n'a plus besoin que moi, je passe du temps, des ressources, puis qu'on demande à des étudiants de payer X montant par année pour apprendre des choses de manière moins efficace que cette nouvelle technologie-là? Non! Il y a la vertu de n'importe quelle activité économique, c'est qu'elle produit une valeur pour les gens et que s'il y en a une qui est supérieure, qui produit plus de valeur pour les gens, tu devrais y aller avec celle-là. Puis ceux qui m'énervent le plus puis je vais sacrer, là, c'est les écolos qui se sont latchés sur le mouvement agricole puis qui ont l'air de toujours croire que parce que tu produis avec la terre, ça doit être naturel, donc c'est beau. Alors que le libre-échange en agriculture, la spécialisation, l'intensification, le progrès technologique a fait en sorte que l'agriculture est devenue de plus en plus verte, a libéré, en fait, a amélioré l'environnement à Ouais. cause qu'on utilise des mécanismes de marché, puis que tu devrais encore plus libéraliser, puis que la gestion de l'offre, probablement, puis on peut en parler dans 2 secondes, mais probablement nuit plus à l'environnement. Puis je veux juste, je vais J'ai donner un écouté la exemple. semaine verte la semaine passée. Ah non, fais-moi pas fâcher, là. Non, 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 hey, non, mais hey, c'est super économique, man. Il parlait, c'était un reportage de porc suédois. OK, parce que c'est vrai en plus. Là. Oui, ben, j'étais chez le beau-père, fait que j'ai écouté la semaine verte. C'était soit ça ou Météo Média, fait que tu t'es dit, je vais écouter la semaine verte. C'est pas à la maison, certain, plus le câble depuis 2014. Fait que c'était un reportage chez les Suédois, dans le fond, un moment donné, les autres, il y avait des cochons, là, puis ils étaient Ça dans existe des encore, enclos. ça, la Suède. Je pensais que ça avait été éradiqué, moi, depuis le. Ah, on n'en parle plus de la soie. Mais là, les cochons, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas bien traités, là, parce qu'ils étaient des petits enclos, puis ils n'étaient pas en liberté, puis les truies, ils servaient juste à pondre des petits cochons, puis à se faire traire par des petits cochons. Là, t'sais. Fait que c'était inhumain. Fait qu'ils ont changé les lois là-bas. Ils ont dit, on va réglementer pour forcer les agriculteurs à leur donner plus d'espace, à avoir des lits de paille, à ce que ce soit moins de la chair à canon. Là. On va les traiter un peu plus d'une manière humaine. Ils ont failli tuer leur industrie porcine parce que assez rapidement, les Suédois se sont mis à importer de la viande du reste de l'Europe grâce au libre-échange. Parce que le prix, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le prix du porc suédois avait augmenté quand même pas mal. Surprise. Donc, moi, ce qui me faisait rire, c'est que la semaine verte, il y avait des belles intentions de nous montrer un reportage, regardez comment on n'est pas humain, puis qu'eux autres sont humains, puis les Suédois sont vraiment plus humains que nous. Mais sans s'en rendre compte, d'un point de vue économique, ils démontraient que c'était stupide d'agir de même si c'est pas un marché de niche. Si c'est un marché de niche, puis il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, pour avoir bonne conscience, j'ai pas de problème avec ça. Mais si tu nationalises la production biologique de cette manière-là, c'est sûr que tu te tires dans le pied. Là. Ouais. Surtout si tu es dans un régime de libre-échange, tu es mort très rapidement. Là. Ça sera pas long que vous allez être mourus, les enfants, si vous faites ça. Là. Écoute, mon article préféré, un des articles que j'aime vraiment beaucoup en économie, puis ça te montre à quel point le marché, c'est incroyable, c'est un article qui a regardé la production de maïs aux États-Unis entre 1880 et 2007. Tu vas parler d'éthanol. Là. Non, eux, ce qu'ils Même font, pas? ça n'a aucun rapport avec l'éthanol. Okay. Eux, ce qu'ils regardent, c'est quoi la source de productivité, des gains de productivité qu'il y a eu, parce qu'on est capable de produire, je pense, 200 fois plus par acre aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que les gars, dans cet article-là, ce qu'ils font, ça s'appelle Moving Matters, The Effect of Location on Crop Production, Journal of Economic History. Et ce qu'ils regardent, c'est que les gens, grâce à des progrès technologiques dans le transport, la superficie utilisée a baissé, mais elle a baissé, puis les endroits qui sont restés, c'est les endroits les plus productifs. Et que juste le déplacement et de se concentrer uniquement dans les endroits les plus productifs explique à peu près 1/5 de toute l'augmentation de productivité. Donc, de juste
se concentrer sur la production dans les meilleurs spots possibles, puis d'arrêter la production dans des endroits inefficaces. Genre Mais la quand chose il neige 8 mois par année. Là, tu sais. genre. Mais l'autre chose qui souligne là-dedans, qui est vraiment hot, c'est que pense à si les acres les moins productifs étaient libérés, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il y a deux possibilités. Soit ils retournent dans la nature, ou ils deviennent des endroits habités par l'être humain. L'affaire, c'est que la partie qui est retenue dans la nature a nettement dominé. Et tu regardes le couvert forestier aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle, parce qu'on a des recréations de ça. Ben, les États-Unis ont eu une transition forestière, c'est-à-dire que les Ils se forêts sont reboisés. se sont reboisées. Au net, les États-Unis ont une superficie forestière à peu près 2 à 3 fois plus grande qu'elle l'était en 1880. Attends un peu. Les méchants Américains capitalistes qui Yep. ont fait 3 révolutions industrielles en dedans de 25 ans, là, puis que... Non, je niaise un peu. Là. Alors, je sais que tu es sarcastique. Mais ils ont reboisé leur pays dans les 120 dernières années. Oh oui, absolument. Puis les gens n'apprécient pas l'importance de cette transition-là. Ouais, En mais fait, ils ont été coupés l'Amazon au Brésil. ben, C'est juste à cause de ça. Là. écoute, il y a plusieurs articles scientifiques qui sortent qui disent qu'effectivement, il y a certains endroits sur Terre qu'il y a de la déforestation, mais Ouais. que depuis les années 80, au net, sur l'entièreté de la Terre, il y a une reforestation. Fait Donc, que il faut Richard arrêter. Desjardins, quand il gratte sa guitare, là, il dit pas tout le temps la vérité. Là. Ben, en fait, le Québec est un des endroits qui est en reforestation. Il n'y a pas de perte nette du couvert forestier au Québec, mais genre zéro. Colin, j'étais sûr que Richard avait raison. En fait, un des meilleurs exemples de couvert forestier très bien géré, il y a un article dans Scandinavian Economic History Review. Non, c'est ça. Il est bon, Norvège, Richard. C'est bon, Richard Desjardins. Norvège et Suède. Et l'article que je mentionne, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde c'est quoi le mécanisme de propriété des forêts dans ces deux pays-là. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a d'unique à propos des concessions forestières en Suède? Pas des terres de la couronne. C'est pas les terres de la couronne. Et tu as une gestion hyper efficace du couvert forestier. Dans ces pays-là, tu as vu la même chose qu'aux États-Unis, une reprise du couvert forestier depuis plusieurs années. Fait que ça m'amène vraiment à pourquoi j'haïs incroyablement les écolos là-dessus. Si tu arrêtais la gestion de l'offre, tu aurais des producteurs plus efficaces qui resteraient, tu aurais une consolidation. Si tu arrêtais de subventionner l'agriculture dans d'autres domaines, par exemple la production porcine, tu aurais moins de producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que tu as des acres de forêt qui seraient libérés, qui retourneraient à l'état de nature. Et ce faisant, le résultat qui émergerait en réponse à ça, c'est que tu aurais de la séquestration du carbone. Tu aurais donc une réduction des problèmes liés au réchauffement climatique. Mais ça, il n'y a personne qui le souligne. Surtout que d'ailleurs, en passant, un autre exemple, puis ça, c'est un article que j'essaie d'écrire avec Jason Brennan de Georgetown. Jason m'avait fait remarquer quelque chose. Quand tu regardes les subventions qui sont données aux producteurs agricoles, tu regardes par type de produit. Les produits les plus subventionnés, c'est la production animale. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si tu subventionnes quelque chose, tu réduis artificiellement le prix. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que tu subventionnes les gens à manger de la viande rouge. À manger de la viande rouge. Ben, si tu arrêtais de faire ça, tu aurais probablement plus de consommation de grains et moins de consommation d'animaux. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs moins d'animaux qui créent le méthane, qui est la principale source de pollution que l'industrie agricole produit à cause de moins d'argent dans les coffres du parti. Non, excuse pas ça. Oui, ben, il y a ça aussi. ça, c'est dans le positif. Mais sérieusement, si tu es un écologiste, je suis prêt à défendre, je suis prêt à croire que tu es pour une taxe carbone ou un marché du carbone ou des réglementations dans certaines industries. Mais la réalité, c'est que l'endroit où tu devrais être le plus pro-libre marché, c'est le secteur agricole. Avec aucune hésitation, pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas payer pour leur eau? Pourquoi est-ce qu'ils devraient avoir de l'eau subventionnée? Pourquoi est-ce que tu devrais encourager l'utilisation de certains produits? Pourquoi tu devrais leur donner des dégrèvements fiscaux particuliers juste pour eux? Pourquoi tu devrais les protéger de la concurrence étrangère alors que ce que tu es en train de faire, c'est d'appauvrir des pays qui ont un avantage comparatif là-dedans?
Tu mets Parce tout ça qu'un sur la John table. Deere, la raison, c'est parce qu'un John Deere puis un New Orleans, ça bloque bien un pont. Non, je comprends. Mais si tu es un écologiste, tu ne devrais pas tenir la position que tu es contre l'utilisation, que tu es contre la libéralisation dans le secteur agricole, la déréglementation, l'élimination de la gestion de l'offre. Tu Ouais, mais devrais être Ouais, super mais, hardcore ils free comprennent-tu market. quelque chose, eux autres? mais tu sais, Sérieusement, là. Steven Non, ce que je Guilbeault est un écologiste. Là. Stephen Guilbeault, écoute, c'est ça. non, mais tu sais, Vincent, Ce que je ne dis pas est suffisant. Non, mais ça, on en a déjà parlé, je pense, dans un des premiers podcasts qu'on a fait sur justement comment certaines prises de position étaient plus souvent qu'autrement un signalement d'appartenance à une tribu. Là. Ouais. Ben, je veux dire, souvent, en tout cas, très, très souvent, les gens qui parlent d'écologie, c'est des gens qui sont hostiles au libre marché. En tout cas, ceux qu'on entend parler, je ne dis pas toutes, mais ceux qu'on entend parler. Donc, même si, au fond d'eux, peut-être, ou de manière rationnelle, ils peuvent arriver à la conclusion que Vincent a raison. Par appartenance, par signalement d'appartenance à la tribu, ils ne viendront jamais là. Parce que là, après ça, tu vas être barré des congrès. Tes amis, en fait, n'aimeront pas ça. Il n'y a aucune chance que quelqu'un qui boit du café équitable à 5,50$ pour un Grande D, là, qui un jour comprenne ce que Vincent dit. C'est impossible. Ben écoute, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a un écologiste, Michael Schellenberger, que je ne suis pas particulièrement fan, parce des fois, il coupe les coins ronds, là, mais lui, il a comme brisé avec la tribu originelle, puis il dit, ben, parfois, par exemple, il dit une des mécaniques, puis il cite des gens qui sont dans le groupe des gens fréquemment cités par les écologistes, comme Kerry Emanuel, par exemple. Puis lui, ce qu'il dit, c'est, ben, une des fois des manières, étrangement, de réduire la pollution dans le long terme, c'est de l'augmenter dans le court terme. Parce que si ce que tu fais, par exemple, c'est que tu permets à l'Inde de s'industrialiser rapidement, de devenir particulièrement riche, ben, la fertilité va descendre plus rapidement. Donc, il va y avoir une baisse plus rapide de la population. Donc, la population va arrêter d'augmenter très rapidement parce que les gens ne réalisent pas, mais l'Inde est à veille d'avoir plus de gens que la Chine. Ils font des bébés. Tous ceux, ils font énormément d'enfants, mais si tu industries l'Inde, parce que la transition démographique est un fait assez standard, où est-ce que quand la taille des familles, le nombre d'enfants qu'une famille a, diminue très rapidement avec le revenu. Donc, c'est possible qu'à court terme, polluer davantage fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de pollution dans le très long terme, de telle sorte que, étrangement, polluer plus maintenant aide à lutter le réchauffement climatique. Ouais. Si ce que ça fait, c'est que l'Inde arrête d'augmenter sa population hyper rapidement. Ben, c'est un peu le même raisonnement qui a amené aussi beaucoup de gens un peu conspirationnistes à capoter avec les propos de Bill Gates. Là. Parce que qu'est-ce qui. Ouais. Non, mais vous allez comprendre. Tu comprends. Je vois exactement où tu t'en vas. Non, mais c'est qu'est-ce qu'il racontait. Qu'est-ce qu'il racontait, le gars, c'est si on utilise les vaccins et la médecine moderne dans justement des coins comme l'Inde ou l'Afrique ou la Chine, etc., dans tous ces endroits-là, on va stabiliser la population, favoriser la stabilisation, voire même la réduction à quelque part de la population mondiale. Puis là, les gens disent « Ah, mais là, il veut faire un génocide avec des affaires. » Puis là, t'es comme « Non, mais vous ne comprenez pas le principe que dans ces pays-là, il y a un taux de mortalité infantile qui est quand même très élevé. Donc, les gens font énormément d'enfants pour en voir survivre. Tu perds un bébé sur 3, tu fais beaucoup de bébés pour être sûr d'en avoir. Un peu exactement pour la même raison que tu as dit, c'est quand même assez facile à comprendre, c'est que si tu favorises l'industrialisation ou l'arrivée de la médecine moderne, tu vas ralentir la croissance de la population. Industrielle, tu viens de le dire. 4e révolution industrielle. Je le savais, Frank. C'est quoi le nom là, du gars? Là? Parce que ça peut être quelque chose qu'on devrait mentionner. Parce qu'on a fait le tour sur l'agriculture, mais hier, dans le live, il y avait quelqu'un qui faisait, quand on parlait du World Economic Forum. Ouais. Puis, sérieusement, chaque fois que les gens parlent de ces affaires-là, il y a toujours tellement de théories du complot. Mais quand tu prends 2 minutes pour y penser, ça fait aucun sens. C'est probablement la plus grande dépense d'argent inefficace que j'ai jamais vue. Parce que c'est quoi que ça fait au final? Parce que, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'effet, mais ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes dépensent une quantité phénoménale d'argent pour avoir une fin de semaine de discussion. Tu parles de Davos, dans le fond? Exactement. Pour avoir une semaine, disons, d'attention média sur quelque chose. Ils reviennent de là, puis en gros, ils ont appris des beaux mots. Là.
Ah Ben oui, oui, disruption, puis ouais, mais, disruptif, puis là, ils font ils font le fin avec ça. Là. Build ouais, mais back better. ouais, avec des clips médias, en gros, ce que tu essaies de faire, c'est shaper une narrative média. Mais la réalité, c'est que peut-être que la première fois qu'ils l'ont fait, ça a eu un effet exactement ce qu'ils voulaient, c'était super le fun. Mais après ça, tu penses-tu que les autres groupes qui sont autour sont comme Hey, on va essayer on va essayer d'accrocher notre train à leur train. Fait que là, ce qui se passe, c'est quand tu regardes, c'est quoi qui se dit à Davos. Parce que Davos, les premières rencontres de Davos, c'était largement des discussions autour des secteurs financiers, des crises financières qu'il y avait dans des pays en voie de développement. C'est C'était du surtout, futurisme un peu aussi. On essaie de ouais, il y voir avait où ça, est-ce que mais s'en va le monde. Là. ben, c'était ça, puis voyons, le consensus de Washington dans le temps, qui d'ailleurs, les gauchistes aiment ça dire que ça n'a pas fonctionné, mais quand on regarde la littérature scientifique avec les articles qui sont sortis, ben, ils sont pas mal tous du bord que ouais, les libéralisations qu'il y a eu dans ces pays-là, en net, sont positives. Ils ne sont pas aussi grosses que ce qu'on pensait, puis les gens qui en parlaient initialement ont exagéré les bénéfices. Puis il y avait des choses qu'on a appris depuis, qu'on aurait pu mieux le faire, mais c'est clair que c'était positif. Euh, mais dans le temps, c'était ça qui s'est passé. Mais tu as plein de groupes qui ont comme réalisé qu'ils pouvaient faire une contrepartie. Là, tu as tous les forums altermondialistes qui sont nés, qui ont fait contrebalancier. Puis à chaque fois que tu as un Davos, tu as toujours un groupe de gens qui essayent de se présenter comme étant partie de cette classe-là, mais qui essayent de shaper la discussion, puis que l'unification du message, l'effet dans les médias que ça a, se dissipe à travers le temps. En fait, l'influence que ça a, sérieusement, je te parie que Novak Djokovic, son poids média a été 4 à 5 fois supérieur à celui du prochain World Economic Forum. Les gens vont en parler davantage de lui que de ça. L'effet là, de Klaus Schwab, là, zéro pin barre. Fait que, mettons qu'on l'imagine aussi atroce que ce qu'on dit, là, que c'est vraiment c'est le grand reset. Prends la bullshit la plus claire. Ben, le plus grande bullshit fois zéro, c'est toujours égal à zéro en termes d'effet, calice. Je Écoute, m'excuse. mais Là. le pire, c'est ce que tu as ça à peu près dans toutes les industries. Tu sais, mettons, je regarde mon industrie financière. Il y a toujours un grand rassemblement qui est organisé à chaque année où est-ce que là, tous les gens se regroupent et tout ça. Puis là, on donne des prix de prestige aux meilleurs conseillers. Tata. La réalité, c'est que le gars, il a écrit une belle lettre. Là. Tu sais, je veux dire, personne qui le connaît dans la salle. Ouais. Mais, tu sais, là, on arrive, là, on a des discours. Après ça, il y a des présentations de produits d'investissement. Puis là, on nous dit, hey, mon produit il est vraiment meilleur que les autres. Puis là, l'inflation, ça s'en va là. Puis le dollar canadien, ça s'en va là. Puis moi, je t'offre 5 minutes dans ces conférences-là. Je prends mes UFC, je fais scanner, puis je chaque mon camp en arrière, m'en va jaser dans les corridors. Parce que, tabarnache, sérieusement, là, c'est pas vivable, c'est pas endurable, ces conférences-là. Je suis persuadé, si je m'en vais à Davos, là, je me tape toutes les conférences inimaginables. Là. Je suis pas capable de t'offrir 10 minutes. Ça doit être plate. Ça doit être plate. C'est du m'as-tu vu? Tu sais, le monde vont là pour la petite photo, pour dire « Hey, j'ai parlé avec telle personne. J'ai eu une rencontre en privé avec le prince Charles, puis ci, puis ça. » Mais c'est ça, c'est la même chose que Prince Andrew. Prince Andrew, ça, c'est un autre. Ça, c'était sur l'île des Caraïbes. Excusez, ça sortirait. Mais moi, je vois ça un peu de la même manière que des congrès de partis politiques. C'est la même affaire. Le congrès de je ne sais pas trop quel parti politique, là, tous les membres arrivent, là, le chef fait un beau petit discours, on donne les grandes orientations, et puis là, c'est localisé. Ouais, exact. C'est l'occasion de galvaniser les militants avec j'allais dire de la propagande, c'est un peu ça, avec des propositions fortes. On va mettre une taxe sur les gens plus riches, on va faire telle affaire, ou encore on va enlever cette taxe-là. Et puis là, au bout du compte, tu sors de là, tu as l'impression qu'il y a eu un gros événement, mais quel est l'impact de cet événement-là dans la société réelle? Ben, le pire, c'est que on a un modèle en économie qui est très connu, c'est le rent-seeking. Le rent-seeking, c'est que tu as quelqu'un qui essaye d'obtenir d'un politicien un statut privilégié, une subvention, un tarif, un monopole, et après que tu l'as obtenu, tu as une rente. C'est ça la partie seeking. Le problème, c'est qu'après que tu aies obtenu la rente, il y a une autre réponse qui se fait, c'est que les gens voient qu'il y a un super profit économique à faire, à contester ce marché-là. Donc, il y a une réorganisation de l'activité économique. Et ce qui se produit,
c'est que tu as une dissipation de la rente. Parce que le rent-seeking, le modèle qui vient automatiquement ensuite de ça, c'est rent dissipation. Donc, si ce que c'est, puis là on dit, mettons que tu as tous les gens qui pensent que le World Economic Forum, les trucs de Davos, c'est du rent-seeking, puis ce l'est très probablement, ça fit très bien avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un effet, parce que la minute qu'ils ont réussi à obtenir une rente, tout le monde a essayé de prendre sa cote de la rente. Si j'ai bien compris, la seule raison qu'ils continuent, c'est que s'ils le faisaient, ils seraient worse off s'ils arrêtaient de faire le rent-seeking. Si j'ai bien compris, au début de son règne, Pierre Fitzgibbon avait quelques amis, et à la fin de son règne, il a maintenant beaucoup d'amis. Oui, c'est un peu ça. C'est à peu près ça. Mais la réalité, c'est qu'après, quand il va y avoir un autre ministre qui va réaliser qu'il peut faire ce que Fitzgibbon fait de manière plus intense, ben, il va probablement oublier. Fitzgibbon va avoir été oublié, parce que lui, c'est un des bénéficiaires de la rente. Hein, parce que c'est lui, par le confèrement de la rente, il obtient des traitements de faveur plus tard. Ça peut être, dans des pays plus corrompus, ça peut être des enveloppes brunes, mais ici, c'est probablement qu'il va être mieux notoriété, considéré pour être membre d'un board avec de la compensation sur un board où tu ne fais pas grand-chose de productif, que tu es là uniquement pour les plugs. Mais le prochain politicien qui va être utile, il va remplacer lui, puis il va avoir perdu. Donc, c'est éphémère, c'est ça la nature de la dissipation de la rente, c'est que la rente que tu obtiens, elle doit être naturellement éphémère. Donc, les gens qui pensent que ces affaires-là ont vraiment une grosse influence, ils se mettent vraiment le doigt dans l'œil. Ça n'a aucune influence. Moi, ce qui me fait rire avec ça, c'est que c'est toujours un peu la même mécanique. Puis on l'a eu ici à plus petite échelle avec... je me souviens, il y a quelques années, là, il y avait une photo qui circulait sur Internet, puis c'était regarder Lucien Bouchard qui est allé au souper de Paul Desmarais. Et puis là, tu voyais Jean Charest, Paul Desmarais, Lucien Bouchard. Puis là, toutes les péquistes en dessous qui commentaient s'excitaient, puis ils étaient là, c'est la preuve que lui, c'est un traître à l'indépendance, puis là, gardé à cause de Paul Puis là, tu sais, ils s'inventent tout un scénario, mais c'est la même chose que ce que les gens font avec l'histoire de Davos. Là. C'est, regarde, là, il y avait Trudeau, il y avait Biden, regarde, ils ont tous les deux dit qu'ils ont lu le livre sur leur compte Twitter. Fait que là, le gars, il est en haut avec comme un pantin, tu sais, puis Master of Puppets. Master of Puppets. Puppet Master. Là, t'es comme... Hey, on rend hommage à Metallica ici, là, arrête. Là. Moi, ouais, je viens de le voir. Je viens de voir ce que t'as fait. Je m'excuse. Aucune culture, cet enfant-là. Si vous aimez le podcast du Trio économique, poussez votre réflexion plus loin et achetez le livre de Vincent Geloso, Du grand rattrapage au déclin tranquille, qui est disponible sur mon site web, frankphilosophe.com. Ça va vous donner de bons arguments pour faire suer vos amis.